À Charmignac, c'est un petit chai qui contient à peu près 200 ou 300 barriques, dans lequel je stocke principalement des cognacs millésimés. Donc des cognacs qui proviennent de différentes origines, de différents crus, à la fois les crus les plus connus comme la Grande Champagne, la Petite Champagne, les fins bois, les borderies, les bons bois, mais aussi des choses plus rares comme les bois ordinaires. Et donc mon objectif, je me place comme négociant éleveur, c'est-à-dire c'est de faire de l'élevage, c'est-à-dire de garder ces fûts-là le plus longtemps possible, en les travaillant longtemps pour essayer de proposer, une fois que c'est en bouteille, quelque chose qui est arrivé au mieux de ses possibilités. Et qu'est-ce que tu veux dire par élever? Élever, alors, c'est un peu comme, pas comme un enfant, mais certaines barriques font un peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'on les a connus très très jeunes, et l'idée c'est d'arriver à quelque chose qui a une certaine personnalité. Mais en tout cas, moi, ce que je recherche, c'est de leur donner le maximum de ce que leur propre personnalité peut produire, quoi. Donc, il y a certains cognacs qui font des choses qui, naturellement, ne sont pas destinés à vieillir très longtemps, tandis que d'autres sont destinés à vieillir très longtemps. Donc là, il faut avoir la patience de se dire que ce cognac-là, qui est destiné à vieillir longtemps, restera aussi longtemps que possible en fût, et en vue de le mettre en bouteille un jour. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse là, on l'attend tout simplement, ou c'est quoi l'accompagner? Alors, l'accompagner, ça prend plusieurs formes. Il y a, bon, je prends un exemple. On parlait tout à l'heure de ce cognac cochon, là, qui est un cognac, qui est un jeune cognac, hein, qui est un fin bois 1993. Donc aujourd'hui, ce que je mets en bouteille en millésime, c'est plus vieux que ça, hein, c'est des cognacs qui ont moins 20 ans. Ce cognac-là a vieilli dans une petite porcherie chez un fermier qui avait moins d'1 hectare de vigne. Et il avait 3 fûts en tout et pour tout. Et bon, ce cognac-là a des arômes et une caractéristique très très particulière, avec un côté extrêmement confit, mais assez puissant, fauve, animal. Un côté... alors il n'y avait plus de cochon dans la porcherie, hein, mais par contre, il y avait ce côté, comment dire, abandonné, quoi. Ce côté un peu comme si dans la porcherie, il y avait un animal sauvage qui venait dormir tous les soirs, quoi. Et alors, ce cognac-là, il n'est pas fait pour être mis en bouteille tout de suite, hein, parce que si on veut vraiment trouver ce côté fauve, si on veut vraiment rendre ce côté fauve manifeste sans le rendre trop extrême, faut qu'il arrive à maturité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre entre l'ensemble des arômes, les ranциaux, parce qu'il y en a beaucoup, parce que le soleil tapait beaucoup sur ce petit bâtiment-là, la pluie, la neige, tout ça, enfin il y avait des changements de température très brusques. Et donc si on veut garder ça, il faut avoir la patience de l'emmener au moment où tous les arômes seront bien en place, quoi. Donc par exemple, ce fût-là, ces 2 fûts-là, ça fait 7 ans que je les ai là, et j'attends le moment opportun pour les mettre en bouteille. À vue de nez, comme ça, je dirais 3-4 ans avant que ce soit vraiment mûr, quoi. Et on goûte régulièrement, on réduit aussi, ou qu'est-ce qu'on fait pendant l'élevage? Alors, bon, ça dépend des cognacs. Il y a des cognacs alors, évidemment, moi, ce que je cherche à faire, c'est proposer quelque chose à son degré d'équilibre. J'ai aucun cognac à 40 degrés. C'est un choix. Pourquoi? Alors, dans mes cognacs, il n'y a pas de sucre, pas de caramel, pas de passage au froid, pas de boisé. Donc je cherche à produire des cognacs naturels avec ce que ça comporte. C'est-à-dire que ce sont des cognacs plus secs, plus austères, moins faciles. Mais c'est un choix, c'est pas que les autres font moins bien, mais c'est juste... c'était le goût de mon père, c'est le mien. Et l'idée, c'est de produire des cognacs comme ça. Donc pour arriver là, pour arriver au degré d'équilibre, il faut trouver des cognacs qui soient réduits progressivement ou pas réduits du tout. Il y a des cognacs non réduits, ils sont parfaits, quoi. Il n'y a rien à dire. Une goutte d'eau leur enlève quelque chose. Donc autant les laisser tels quels, ça ne sert à rien de les réduire plus. Il y a d'autres cognacs, une goutte d'eau peut leur apporter quelque chose. Il faut savoir qu'un cognac, quand il fait 65 degrés, par exemple, donc un cognac, par exemple, il y a des cognacs de 40 ans qui font encore 65 degrés. Donc un cognac de 40 ans qui fait 65 degrés, si vous le réduisez à 40 degrés tout de suite, franchement, c'est pas terrible. Et donc il faut vraiment l'amener au degré le plus long. Et pour l'emmener à 40 degrés, il faudrait attendre encore 40 ans, quoi.
Donc franchement, c'est trop long aussi. Donc il faut un bon équilibre entre tout ça. Et pour ça, il faut un apport d'eau régulier, mais bien calculé. Voilà. Donc, Ça peut être tous les mois, ça peut être tous 6 mois, tous les ans. c'est rarement moins que tous les ans. Voilà. C'est rarement moins que tous les ans. Je veux dire par là que je fais rarement plusieurs réductions d'un même lot dans la même année. C'est très rare. Les jeunes cognacs le supportent mieux parce qu'ils ont moins de, ils ont moins de corps gras, ils ont moins de densité. Donc ils se réduisent plus facilement. Je compare toujours un vieux cognac avec à une personne âgée, quoi. Une personne qui a, on va dire, 70 ans. Bon, elle sait ce qu'elle aime, quoi. Elle sait ce qu'elle aime, elle a son caractère. C'est très dur d'en changer. Les gens ont pris leurs habitudes, voilà. Un vieux cognac, c'est pareil. Donc, si on veut réduire un très vieux cognac, c'est très difficile. Il faut vraiment prendre son temps. Un jeune cognac, en revanche, il se remet vite. Il se remet vite parce qu'il est qu'au début de son vieillissement et on va apporter de l'eau petit à petit. Et puis, finalement, en 2-3 ans, on peut arriver à avoir un cognac. Quand je dis jeune, hein, c'est 10-20 ans maximum. On peut arriver à avoir un cognac qui ne sera pas à 40 degrés, clairement, mais qui sera à 50 degrés, réduit correctement. Voilà. Et alors, par exemple, ça ne te dirait pas d'avoir ta distillerie et de distiller ton cognac et tu pourrais l'amener petit à petit en degré de réduction sur 15 ans, sur 12 ans. Alors, je ne suis pas distillateur, en effet. Mon père était distillateur, mais pas moi. C'est deux métiers bien séparés dans la région. Par contre, en tant que négociant, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des eaux-de-vie qui sont dans ce chai-là, qui sont depuis plus de 10 ans en cours de réduction. Voilà. Ce cognac de l'île d'Oléron qu'on a vu tout à l'heure, 1989, millésimé, ça c'est un cognac qui a été réduit pour la dernière fois il y a 4 ans et qui a été mis en bouteille pour la première fois seulement il y a quelques semaines là. Donc chaque lot a une histoire bien particulière en fonction de son âge, de son caractère, de sa puissance aromatique. Et où est-ce que Guilhem Grosperrin trouve ses fûts? Alors, c'est un sujet sensible, surtout en ce moment où les vieux cognacs sont en voie de disparition, et je ne le dis pas pour... voilà, c'est vraiment en voie de disparition, ça devient très très difficile. Cependant, alors c'est pas pour frimer, mais j'ai pas vraiment de difficulté pour en trouver personnellement. Mon père était courtier autrefois. Donc le courtier, c'est l'intermédiaire entre les producteurs et les négociants. C'est un rôle assez stratégique. Donc en tant que courtier, il a pris pas mal de... Enfin, il a toujours gardé beaucoup de contacts. Mon père ne travaille plus depuis bientôt 10 ans. Mais par contre, j'ai toujours ces contacts-là. Donc ce sont des gens que je vois régulièrement. Et puis au-delà de ça, j'ai aussi un petit réseau de courtiers, de vieux courtiers, des gens qui ont parfois plus de 80 ans, avec lesquels j'aime beaucoup travailler et qui m'apportent donc les relations qu'ils ont avec leurs propres clients depuis très longtemps. C'est des relations de confiance et voilà. Et puis il y a aussi autre chose, c'est le fait que les gens savent dans la région ce qu'on fait et nous apportent très souvent, pas tous les jours mais presque, des échantillons spontanément de choses qui proviennent d'héritage, de leur père, de leur grand-père, de leur oncle parfois. Enfin, il y a des histoires vraiment très curieuses, quoi. Voilà. Et moi, j'adore ces cognacs qui viennent de particuliers, d'héritage, de succession. Parce que quand on les achète, je dis toujours, c'est comme acheter une vieille maison. Voilà. Quand on est devant les barriques et qu'on discute de l'origine, le prix est évidemment important pour eux, mais c'est pas ça le plus important. Et moi, ça, c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce côté vraiment passionnant du métier, c'est quand on rentre dans des histoires humaines, et derrière chacune de ces barriques, il y a une histoire humaine, quoi. Et je la connais pour toutes ces barriques. Voilà. Mais le côté millésime, c'est bien beau, c'est attirant, c'est exceptionnel, c'est rare dans le cognac. Mais après, il y a quand même un travail presque administratif. Oh oui. Et ça, c'est le BNIC qui vient à chaque fois. Alors, il y a plusieurs méthodes à cognac. Hein. Le millésime a été interdit jusqu'en 1988. Donc, il y a très peu de maisons qui prennent la peine d'en faire. Pourquoi? Parce que c'est juste hyper contraignant, quoi. Pour faire un cognac millésimé, il faut respecter une certaine rigueur, qui est une rigueur et une traçabilité qui est, de mon point de vue, la plus stricte au monde.
Et donc, ça impose des contraintes au niveau du vieillissement, au niveau de toutes les opérations de vieillissement et de mise en bouteille, voire même de commercialisation, qui sont vraiment très très lourdes. Donc ici, vous voyez tous ces scellés qu'il y a sur les fûts, c'est parce que donc, soit effectivement il y a des scellés sous contrôle du BNIC, le BNIC suit la traçabilité de chaque lot depuis sa distillation, ou alors par huissier de justice lorsqu'on est sur des cognacs bien plus vieux que 1988, et pour lesquels eh bien, j'ai pris l'habitude depuis cette époque de les faire suivre par huissier de justice. Donc l'huissier, alors pour reprendre les choses depuis le départ, cognac millésimé, ça veut dire un cognac qui a une traçabilité incontestable, et le mot est vraiment important, incontestable depuis sa distillation jusqu'à la mise en bouteille. Enfin même jusqu'à la commercialisation plutôt, puisqu'on est redevable de la traçabilité jusqu'à la commercialisation. Et donc chacun de ces cognacs-là a été soit vieilli sous contrôle d'État, c'est-à-dire dans un chai fermé à clé, sous le contrôle d'un organisme spécialisé, soit vieilli sous le contrôle du BNIC depuis 1988, soit bénéficie d'une traçabilité qui a été vérifiée par la répression des fraudes en vieillissement chez le viticulteur. Donc un cognac, par exemple, j'ai un cas, alors par exemple ce fin bois 1993, on en parlait tout à l'heure, ce cognac cochon, c'est un cognac qui vient d'une toute petite propriété. Alors pourquoi il y a une traçabilité? Eh bien, juste parce qu'il y avait 3 fûts. Donc on ne pouvait pas se tromper. En vieilli dans un chai dans lequel il y avait 3 fûts et dans lequel il y a toujours eu en tout et pour tout 3 fûts, eh bien la traçabilité elle était limpide. Ce monsieur faisait son inventaire fût par fût depuis la distillation. C'était clair, quoi. Il n'y a aucun doute possible. Donc à partir de ce moment-là, la DGCCRF valide. Et suite à ça, on fait venir un huissier de justice à l'enlèvement pour bien prouver que ce cognac vient de cette origine-là. Et tout le suivi ensuite est fait dans un fût qui est sous-scellé d'huissier. Et chaque chose qui sera faite sur ce fût, que ce soit un inventaire, une prise d'échantillon, une réduction éventuelle, une mise en bouteille, sera faite entièrement sous le contrôle d'un huissier de justice ou du BNIC. Ça, c'est combien de fois par an Alors, en moyenne? Chez nous, on est vraiment spécialisé sur ces tout petits lots, des lots qui font parfois moins de 50 litres. Donc, chez nous, c'est très fréquent, malheureusement, parce que ça coûte vraiment cher. Ça représente environ 30 jours par an, 30 jours d'huissier. Voilà. Chez moi, ça représente l'équivalent d'un salarié à temps complet.